Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11 heures, des marchés compliqués, des marchés actions qui se replient légèrement en intraday, mais malgré tout on est à peu près sur les niveaux de cours de la semaine dernière, avec probablement beaucoup trop d'attentes vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, ce qui est un peu inquiétant je trouve. Le marché semble ignorer finalement les fondamentaux concrets, les résultats des entreprises, leur chiffre d'affaires, les profits, pour se concentrer sur ce que pourrait annoncer la Banque Centrale Européenne, qui pourrait d'ailleurs simplement rien annoncer de particulier. En tout cas, des marchés dans une position d'attente, un dollar américain qui est en rebond technique depuis la semaine dernière et qui se stabilise ce matin, un euro qui se reprend légèrement après avoir chuté depuis jeudi dernier, des devises, des matières premières qui affichent toujours de la force face au dollar américain, notamment le dollar néo-zélandais et le dollar australien, une livre sterling qui teste un seuil important à 1,55 $, des matières premières sans réelle tendance ce matin. Bref, le marché attend aujourd'hui des statistiques américaines cet après-midi de second ordre, des dépenses, des statistiques dans la construction aux États-Unis. Bon, on les suivra malgré tout cet après-midi. Non, réellement, pour résumer, l'événement de la semaine, c'est la Banque Centrale Européenne. Il doit y avoir tout de même aussi une décision de politique monétaire de la Banque Centrale de Canada, si je ne m'abuse. C'est bien le cas, hein. Messieurs, décision de politique monétaire de la Banque Centrale du Canada. C'est important de la suivre parce que ces anticipations reflètent probablement une bonne étude du marché des matières premières et notamment de l'énergie. Parce que dans les matières premières, l'énergie, c'est ce qui finalement impacte le plus les marchés financiers, les entreprises, l'activité économique réelle, etc. Bref, trêve de blabla, d'introduction fondamentale. J'ai pris le temps de vous préparer un article sur le site qui résume bien le fond de ma pensée sur le plan des fondamentaux. J'ai tenté de vous proposer dans l'ordre décroissant d'intérêt, les thèmes d'inquiétude pour les marchés, en tout cas les thèmes qui génèrent de la volatilité. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés aux devises et au CFD. La CFD c'est global, hein, les matières premières, les indices, bientôt les actions sur la Trading Station. Bon, c'est déjà disponible sur MetaTrader 4. Mais donc ayez bien conscience de cet avertissement sur les risques et du fait aussi que cette présentation elle est purement indicative et qu'il n'y aura pas de conseil de trading clé en main si c'est ce que vous recherchez. Alors, voici l'article que je tiens à vous montrer et merci Bildo pour ce commentaire sur la qualité du son et de l'image. Je vous rappelle d'ailleurs au passage que au-delà de la qualité d'image que moi j'envoie en fait vers vos ordinateurs, vous avez vous-même, lorsque vous laissez traîner le curseur de la souris sous la salle de trading, donc juste en dessous de la salle de trading, vous avez une petite barre d'outils qui apparaît. C'est vrai qu'elle devra apparaître par défaut, mais ce n'est pas le cas. Ce qui vous permet d'ajuster le son et la qualité de l'image. Et j'insiste parce que par défaut, la qualité de l'image est sur le minimum dans la salle de trading en live. C'est-à-dire que si moi je vous envoie une image HD, haute définition, si vous-même sur votre propre salle de trading, donc en dessous de l'écran où vous accédez là au webinaire, vous n'avez pas ajusté haute définition, vous n'aurez pas l'image en haute définition. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vous invite aussi à faire ce genre de choses. Donc, j'ai choisi ce titre, CAC 40, la BCE, l'événement trop majeur de la semaine. Probablement un thème fondamental parmi d'autres. Alors c'est un classement à titre indicatif, là aussi, le ralentissement de la croissance en Chine, la politique monétaire de la Fed, la politique monétaire de la BCE, profit des entreprises. On est actuellement au premier tiers de la saison des résultats du troisième trimestre, c'est trop tôt pour avoir une vue d'ensemble. Et enfin, le comportement général des marchés actions, parce que il faut admettre tout de même que si les marchés actions ont beaucoup d'attentes vis-à-vis des banques centrales, les banques centrales prennent de plus en plus leurs décisions en fonction du niveau de la volatilité sur les marchés financiers. Donc elles sont de plus en plus imbriquées, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Bon, l'idée d'avoir mis ces éléments-là à l'écrit, c'est pour pas non plus y passer 30 ans dans le morning meeting. Donc je vous invite à lire cela si cela vous intéresse. Passons maintenant au marché, à l'analyse technique et aux stratégies de trading que suggère l'analyse technique. Le forex, les indices boursiers, les marchés de taux et le marché des matières premières. Je vais déployer le commentaire en suivant ces classes d'actifs et puis en attendant bien sûr bientôt la prochaine classe d'actifs qui sera l'étude des actions individuelles du CAC 40 et du DAX. Ça c'est imminent. Allez, horizon fin d'année.
Alors, le marché des changes est tout d'abord l'US dollar index, ici celui de FXM, le CFD sous vos yeux, avec un dollar index qui a reculé depuis le 25 septembre fortement, sans surprise, parce que le marché a violemment réajusté ses anticipations par rapport à la Réserve fédérale des États-Unis. Vous allez me dire, c'est un peu comme la météo, on réajuste ça tous les 2 jours, ou presque comme les prévisions économiques, puisque je me souviens en août, que la probabilité de voir la Fed agir selon les contrats futurs, donc selon les positions des intervenants sur les marchés à terme, cette année c'était 40-50%, maintenant c'est moins de 10%, mais tout peut changer en fait en fonction des données économiques. D'ailleurs, les banques centrales se disent elles-mêmes data dependent. Donc voilà, elles attendent les chiffres. Je me souviens d'ailleurs d'une conférence de presse de Mario Draghi qui disait bon bah maintenant on pense ça, mais s'il y a des nouveaux chiffres, bah, on pensera autrement. Et puis s'il y a encore des nouveaux chiffres, bah, on repensera autrement. D'où l'intérêt de suivre quotidiennement ces chiffres macroéconomiques. L'US dollar index a trouvé un support de court terme la semaine dernière, le 15 octobre, en tenant ici sur l'US dollar index de FXM le niveau des 11 865 points. Bon, un petit rebond technique, ok. Dans l'absolu, si je comprime le graphique H4, vous constatez que nous sommes dans un trading range depuis longtemps, depuis mars dernier. Mars, c'est loin, ça fait plus de 6 mois. Donc ça commence à être sérieusement long. Est-ce que cela peut durer? Probablement oui. Parce que le marché a à la fois des attentes fortes par rapport à la Fed, mais des attentes très fortes par rapport à la Banque Centrale Européenne. Et ces deux banques centrales se gardent bien d'agir concrètement. Et donc le fond de ma pensée, c'est que si la Fed n'a pas agi cette année, probablement que la Banque Centrale Européenne conservera le statu quo, du moins son approche accommodante, sans en rajouter. Par contre, si elle venait à en rajouter, là, ce serait globalement une surprise, je pense, pour les marchés. L'US dollar index de FXM, double support chartiste, 11 865 points pour le niveau horizontal. Cette ligne de tendance haussière qui attrape le point bas du 14 mai et le point bas du 21 août. Rebond technique, mais rien de plus dans l'absolu. Rebond technique en plein cœur d'un range. Positionnement actuel des cours en intraday de l'US dollar index de FXM, un niveau 11 900 points. C'est un niveau horizontal, un niveau de support du 12 octobre que le marché a cassé pour finalement le reprendre. Et c'est donc pour le moment celui qui soutient les cours sans réelle dynamique depuis l'ouverture de la semaine sur le FX de l'US dollar index entre 11 900 et 11 930 points. Une volatilité réalisée qui tend donc à s'écraser ici sur le dollar US après une chute de 3 semaines depuis le 25 septembre. Alors, si le dollar américain à court terme est un facteur neutre, cela permet aux devises d'exprimer leur direction face au dollar US, notamment celle des matières premières, qui profitent toujours depuis la fin du mois de septembre d'une stabilisation du prix des matières premières et d'une conviction que le marché acquiert petit à petit, à savoir peut-être que le ralentissement de la croissance économique en Chine a trouvé un plancher. Là aussi, ce ne sont que des espoirs, et les chiffres publiés dans la nuit de dimanche à lundi étaient plutôt favorables, en tout cas au-dessus des attentes. Mais le ralentissement économique en Chine est-il terminé? Personne ne le sait. En tout cas, c'est trop tôt pour l'affirmer. Ce qui est certain, c'est que le dollar néo-zélandais et le dollar australien bénéficient toujours d'un attrait parce que le prix des matières premières, lui, s'est stabilisé. On est probablement dans un processus de rachat de short depuis 3 semaines. Pourquoi est-ce que je parle de rachat de short sur le NZD-USD? Parce qu'il baisse en ligne droite pour le coup depuis l'été 2014. On a quand même perdu pas loin de 2500 pips, donc le marché se reprend. On regagne 600 depuis quelques semaines et je pense que cette reprise technique n'est pas terminée et qu'elle peut se poursuivre sur le taux de change NZD-USD jusqu'à 0,70$. D'ailleurs, ce matin, dans le Good Morning Euro Dollar, j'ai expliqué que le niveau des 0,67-70$ pouvait être concrètement utilisé pour une stratégie dans le sens de la tendance pour gérer son risque. Gérer son risque, c'est-à-dire utiliser le support pour protéger la position longue avec l'ordre que vous connaissez donc pour agir de la sorte. 0,67-70$ pour gérer son risque et viser à court terme 0,69$. Je reste confiant dans cette stratégie. Le taux de change AUD-USD, lui, il est sous l'influence à court terme des minutes de la Banque de réserve d'Australie. Configuration technique qui est moins attractive que le NZD-USD. Pourquoi? Parce que si vous observez l'AUD-NZD, qui est la force relative AUD-USD, NZD-USD, c'est baissier, l'AUD-NZD. Il y a eu des signaux techniques vendeurs la semaine dernière. Je privilégie donc l'achat du NZD-USD, quand bien même l'AUD-USD fait un espèce de range en plein cœur d'une impulsion haussière qui préfigure peut-être d'une relance par la suite. Mais en tout cas, à court terme, c'est plutôt sur la monnaie néo-zélandaise qu'il faut chercher encore à accompagner la tendance.
Il y a quelques chiffres attendus lors des prochaines heures. J'ai pas la date exacte de l'heure de publication, d'ailleurs je crois qu'elle n'est pas connue, elle dépendra de certaines choses, mais on attend des chiffres, pas non plus de première, il doit y avoir l'inflation quand même. Mais en tout cas bon, durant la session européenne et américaine, il n'y aura pas de chiffres macroéconomiques néo-zélandais, puisqu'ils dorment, hein, tout simplement. Donc le NZD-USD au-dessus des 0,6770 $, revoir 0,6890 $ sur le court terme, me paraît toujours un scénario crédible. Je continue sur le FX avant d'en venir aux indices boursiers. L'US dollar index est donc neutre, le NZD-USD en profite, la UD-USD dans une position d'attente. Le taux de change USD-Yen, lui, se reprend depuis la semaine dernière, notamment suite à ce piège sous les 119 yens et la réintégration du range 118,90, 121,30 yens. Sur le court terme, on se reprend. Malgré tout, la clôture H1 n'est pas significative. Le marché a tenté de déborder les 119,50, il n'y est pas parvenu d'ailleurs. En tout cas, il revient plus ou moins au niveau. On se reprend de manière très progressive. Je dirais que ce qui là a fait se replier légèrement le taux de change USD-Yen depuis tout à l'heure, c'est la vol sur le marché action. Bon, on a malgré tout ici, c'est le vol intraday, hein, on a malgré tout ici cette ligne de tendance, le RSI H1 de l'USD-Yen qui évolue entre 50 et 70 depuis cette structure de creux la semaine dernière. Donc voilà, je pense qu'on peut continuer de se reprendre, mais de manière très progressive. L'idée c'est quoi? C'est qu'en amont de la Banque Centrale Européenne, il ne va pas y avoir un décalage de 250 ou 300 pips hein, sur ces paires de devises majeures. L'idée c'est quoi? C'est que je pense qu'il y a des stratégies de trading qui permettent d'obtenir des gains de 100 pips, ce qui signifie que le risque il doit être limité à 30 grand maximum. 30 pips grand maximum. Alors le NZD-USD représentait une stratégie, éventuellement ce petit niveau de support sur le taux de change USD-Yen. Clairement, le point commun à toutes ces conditions, à toutes ces stratégies, c'est d'agir avec un timing hyper serré, au point près ou pas loin, parce que sinon le ratio rendement risque il n'est pas assuré et le 1 sur 2 c'est pas fiable à long terme. Le taux de change USD-CAD, lui, se reprend aussi. Alors, le niveau technique, il est assez limpide. Je comprime un peu ici l'historique des cours. Je pourrais supprimer tous mes niveaux techniques sur le taux de change USD-CAD et vous en laisser qu'un, 1,2834. 1,2834, c'est le précédent sommet annuel, celui de mars 2015, qui a été débordé le 15 juillet dernier. Le 15 juillet dernier, c'était quoi? Seconde baisse du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada cette année, qui a d'ailleurs surpris le marché. 1,2835, c'est aussi l'aboutissement d'une stratégie de vente après le piège haussier au-dessus des 1,3350 le 30 septembre, avec un repli d'environ 500 pips. Alors maintenant, le taux de change USD-CAD se stabilise sans pour autant reprendre sa marche en avant. Le pétrole, qui a tenté d'accélérer la semaine dernière, revient autour des 45-46 $. Je pense que là aussi on se stabilise, il ne fallait pas non plus envisager. J'ai cru d'ailleurs qu'on pouvait remonter assez vite en direction des 54 $. On a stoppé net à 51, tergiverse autour des 45 et 46. Mais c'est déjà un scénario, un bon scénario pour ces devises-là, de voir le prix des matières premières se stabiliser. En clair, je me méfie beaucoup du taux de change USD-CAD, qui est susceptible de retomber si le dollar canadien venait à se renforcer. Je vous rappelle que la Banque centrale du Canada agit cette semaine. Si la Banque centrale du Canada ne juge pas nécessaire de baisser ses taux d'intérêt, ou si la conférence de presse qui suit met en avant le fait que dans ses anticipations d'inflation, elle part du principe qu'elle aura une base favorable pour l'énergie, c'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'elle calculera le taux d'inflation dans un an, eh bien on sera au-dessus du niveau actuel des cours, le dollar canadien peut se renforcer. Et ce serait globalement un message positif d'ensemble. Si des banques centrales comme celle de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou du Canada ne jugent pas nécessaire d'aller au-delà dans leur politique monétaire accommodante, alors qu'elles sont très liées aux matières premières pour la première et à la Chine pour les deux secondes, cela signifie qu'elles pensent qu'on a atteint un point bas, un tant en Chine que sur le prix des matières premières. Et à ce moment-là, le dollar canadien peut se reprendre davantage, et donc l'USD-CAD rebaisser. Le NZD-USD continuer de monter, la UD-USD continuer de monter. Voilà, c'est à peu près comme ça que je perçois l'ensemble. Sur le court terme, on a eu donc une reprise de l'USD-CAD, mais attention à l'action que pourraient avoir les toutes premières résistances. C'est-à-dire que le niveau des 1,3080 par exemple pourrait refaire baisser le taux de change. À court terme, je dirais qu'on est un peu hors timing ici sur le taux de change USD-CAD. Je vois pas grand chose à faire, donc ne pas me forcer à vous proposer quelque chose. Le câble. Alors le câble, dans mes souvenirs, ce matin, il testait un niveau important, 1,55 $. On ne l'a pas franchi. D'ailleurs, le chandelier H4, c'est un doji. Sous 1,55 $. Le GBP USD cette semaine,
il va rester probablement neutre entre cette ligne de tendance haussière et le niveau des 1,55. De toute façon, ça sera haussier si on refranchit 1,55 $. Tant qu'on est en dessous, on ne peut pas aller plus haut, mais on peut les dépasser. Hein, ça peut finir par passer. Alors l'euro-dollar, j'abandonne cette lecture en épaule tête-épaule. Je conserve la lecture de moyen terme qui consiste à dire que j'ai besoin d'une clôture hebdomadaire au-dessus des 1,1450 pour envisager un scénario haussier. Je pense donc que le marché reste dans son range 1,11, 1,1450. Le marché a fortement baissé depuis le 15 octobre, pas loin de 180 pips. Désormais, on se stabilise et je pense d'ailleurs que lors des prochaines heures, ce marché peut rester volatile. C'est-à-dire qu'autant hier on cassait un 13,50 et on pouvait avoir le sentiment qu'on baisserait rapidement à 1,1250, on s'est finalement stabilisé sur 1,1305, on se reprend. Je ne vois pas non plus dans ce que fait ce matin l'euro-dollar un signal technique pour reviser en ligne droite les 1,1450. C'est-à-dire que ça peut rester volatile mais dans des marges étroites, comprises avant la Banque Centrale Européenne, entre le niveau des 1,1320 et des 1,14. Donc dans cette espèce de succession de chandeliers japonais légèrement baissiers depuis le 16 octobre, j'y vois pas réellement clair, et j'ai le sentiment qu'au fond, avant la BCE, les tendances, elles sont beaucoup plus nettes sur, encore une fois, face au dollar US, les devises de matières premières. Donc je me méfie de ce que fait le taux de change euro-dollar. Faut-il le vendre s'il revient à 1,14 ? Y a-t-il là une cassure technique haussière ? Franchement, c'est loin d'être évident. Et à tout moment peut se réactiver les spéculations sur une action de la Banque Centrale Européenne. On peut s'attendre à des prises de parole cet après-midi, demain, des grands acteurs financiers qui se positionneront, des rumeurs qui arriveraient dans le marché. La BCE va annoncer ça, va renforcer de tels montants, etc. Donc, attention, je suis méfiant. Ici sur le taux de change euro-dollar, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas dans un mouvement de baisse verticale. Ça a été le cas la semaine dernière. Maintenant, c'est pas évident. Hein. C'est un mouvement assez progressif et c'est beaucoup moins directionnel que d'autres taux de change. Lequel ai-je oublié parmi les paires majeures? Aucune. Ok, les indices boursiers seconde classe d'actifs que j'évoquerai. Alors, le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx 50, dans mon esprit, on reste toujours dans la dynamique en place depuis fin septembre, qui est dans un premier temps, une dynamique de rachat de short, après un troisième trimestre, rappelez-vous, qui a été fortement correctif. Et puis tout au long du mois d'octobre, qu'est-ce qui a soutenu les marchés actions? La Fed, les perspectives de la BCE, peut-être des espoirs de voir un plancher arriver sur le ralentissement économique en Chine, les matières premières qui ont réussi à se stabiliser, et des profits au troisième trimestre qui certes n'explosent pas tous les records mais qui ne sont pas non plus complètement négatifs, donc on se dit finalement que les entreprises peut-être arrivent à gérer le contexte économique mondial. Bon, en tout cas, d'abord un rachat de short et une reprise depuis de 10%. Et c'est ça le problème, c'est que depuis un mois on a repris 10% et que tous ces marchés, le CAC avec les 4700 points et surtout l'Eurostoxx 50, 3300 points. Les 3300 points, ce qui est étonnant sur l'Eurostoxx 50, c'est que c'est le niveau qu'on a franchi à la hausse le 22 janvier. Le 22 janvier dernier, lorsque la BCE jeudi a annoncé son quantitative easing, on était sous 3300 points et on a accéléré. Le soir, on a clôturé à 3380. Les 3003 ont ensuite agi comme support et on est monté à 3800 points. Moi, je ne m'attends pas à une hausse directionnelle comme ça. On n'aura absolument pas, je pense, les excès du premier trimestre. Ces 3300 points, c'est la clé. Le jour où le marché enregistre une clôture journalière au-dessus des 3300 points, il y aura davantage de potentiel d'ici la fin d'année sur les marchés actions de la zone euro. Sauf que je vous remontre l'Eurostoxx 50, que se passe-t-il depuis hier? On a atteint 3300 points après 3 semaines de hausse et maintenant le marché attend. Et c'est probablement un peu simpliste comme raisonnement, mais j'ai quand même bien le sentiment que c'est le raisonnement du marché. On les dépassera si la BCE renforce son quantitative easing. Alors on peut être surpris du fait que les marchés financiers soient tant concentrés sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, semblent au quotidien, vu d'ailleurs les volumes, ignorer les résultats des entreprises, mais pour le moment, ces mécanismes en place depuis 2009 restent en place. Donc la Banque Centrale Européenne
Le contenu de la conférence de presse de Mario Draghi, ce sera l'élément essentiel. Il y a un niveau technique à retenir, c'est 3300 points. Si jeudi soir à la clôture, l'Eurostoxx 50 clôture au-dessus des 3300 points avec une belle clôture tout en haut, comme le 22 janvier, oui, le CAC remontera à 5000 points avant la fin d'année. Si c'est le contraire qui se passe, eh bien malheureusement, pour des stratégies d'achat, le marché restera enfermé entre 4003 et 4007. 4003, 4007, c'est le range en place en 2014. 3000-3300 points, c'était le range en place en 2014. Et bien finalement, on peut rester dans ces ranges aussi. Donc, voilà en tout cas le topo que je peux vous faire. Maintenant, qu'en est-il de l'intraday? Le DAX en intraday, vous avez notamment ce matin une stratégie de vente que vous a proposé Sylvain pour viser les 10 080 points. Donc le marché revient sur ce premier niveau des 10 080 points. Mais si je prends le DAX depuis le 15 octobre, on évolue entre quoi? 10 050 et 10 200. Entre 10 050 et 10 200. Je vais zoomer maintenant aux données H1 sur le DAX. C'est vrai qu'on a brisé ici cette ligne de tendance. On a peut-être maintenant une première résistance à 10 120. On voit le rôle de support des 10 080. Bon, on a eu ce matin une stratégie de vente. Peut-être que le DAX, là, il est sur un support intraday à 10 080. Et peut-être peut-il reprendre 20 points pour aller chercher 10 100. 10 120 par exemple. Là, c'est vraiment de l'hyper intraday. Pour viser 10 120, qui est le point de décrochage de tout à l'heure. Mais vous voyez bien que pour trouver des stratégies directionnelles, on est obligé de descendre dans les horizons de temps, tant l'attentisme est fort depuis la semaine dernière. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète un peu, c'est que toute forme de déception par rapport à la BCE, alors je dis toute forme, le marché va tellement scruter ce que va dire Mario Draghi qu'à un moment ou à un autre, n'importe quoi peut le décevoir, ça peut créer de la vol. Donc il faut être méfiant. Alors, j'imagine, d'ailleurs, c'est probablement ça qui est assez fou, parce que je pense que la Banque centrale doit passer autant de temps sur sa recherche économique que sur la rédaction de son commentaire de presse. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Donc, voilà moi ce que je peux vous dire pour le moment. Les marchés actions qui reculent depuis l'ouverture de la session européenne. Un CAC qui est revenu sur un petit support intraday à 4650 points. Et un DAX qui est revenu sur un petit support intraday à 10 080 points. Bon, c'est un support, de là à envisager une stratégie d'achat, c'est agressif parce que depuis ce matin on baisse, mais en tout cas si vous avez shorté ce matin, ce sont des niveaux où vous pouvez encaisser. Si on casse 10 080, on peut se replier à 10 050, si le marché tient les 10 080, pourquoi pas rebondir à 10 120, mais voilà, bon, ça fait beaucoup de conditions, beaucoup de si. En tout cas, ce sont les niveaux techniques qui me semblent les plus évidents d'intraday et que vous avez peut-être vous-même déjà vu. Donc, ça c'est le NZD-USD dont je vous ai parlé ce matin. Les marchés actions européens, je viens de les couvrir. Les marchés actions US, j'en parle tout à l'heure. Le Bund. Le Bund, c'est important. C'est la seule façon d'avoir sur la plateforme graphique MarketScope une représentation du marché de la dette au sein de la zone euro. Le marché de la dette qui est à l'achat depuis le mois de juin dernier, essentiellement parce que la Banque Centrale Européenne déploie son programme de quantitative easing. Le marché de la dette allemande qui a dépassé le niveau des 156 et qui conserve des perspectives positives tant qu'il se maintient au-dessus du niveau des 156. Alors, c'est clairement le marché qui sera directement impacté par la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne jeudi prochain, ça c'est certain. Pourquoi? Parce que autant la BCE, elle n'achète pas de CAC 40, elle n'achète pas de DAX, elle n'achète pas d'Eurostoxx 50, mais elle achète du Bund, elle achète de l'OAT, elle achète les équivalents italiens, espagnols et de toute la zone euro. Et elle les achète chaque semaine. Peut-être que là, elle en a acheté. Enfin, ça, personne ne le sait, après. Mais en tout cas, elle achète. Et si elle achète, les investisseurs institutionnels, les gérants, notamment les gérants obligataires, achètent. Forcément, puisque vous avez un acheteur en premier ressort, qui est la Banque centrale. 156, premier support, je reste aussi au-dessus des 156. Par contre, en termes de niveau technique, je ne vois que 156,00 pour une stratégie d'achat. Et je ne vois donc aucun niveau technique fiable. Donc c'est 156 ou rien pour un achat sur le contrat de taux allemand Bund. Le marché du FX, c'est fait. Le marché des indices boursiers, c'est fait. Le marché de la dette, c'est couvert. Les paires croisées,
je vous invite à laisser des questions dans le chat, notamment les paires en yens, d'autres paires en dollars australiens ou en euros, et je les couvrirai. Une vue sur les matières premières maintenant, sachant que vous venez d'assister au Commodities Market Report. Malgré tout, je vais donc les couvrir. L'once d'or, une dynamique positive depuis le début du mois d'octobre. À peu de choses près, la dynamique négative de l'US Dollar Index. L'once d'or qui s'est légèrement repliée depuis la semaine dernière avec une légère reprise technique du dollar US. Bon, l'idée c'est quoi ça se comporte avant tout comme une matière première. Sur le très court terme, est-ce qu'on peut envisager un retour à 1200? Un niveau de support, 1167, vous avez sous les yeux les chandeliers H4. Vous voyez, 1167, c'était le point haut du 24 août. Et en fait, maintenant, ça agit comme support. Alors j'ai envie de dire, tant que ça agit comme support, pourquoi pas. Après, moi, je reste toujours très mal à l'aise sur l'once d'or. Mais écoutez, au-dessus des 1167 dollars, c'est une matière première. Il y a quand même un engouement sur les matières premières depuis fin septembre. Eh bien écoutez, je dirais qu'on est sur support et qu'on pourrait remonter vers 1180, voire 1190. J'abandonne complètement cette anticipation si on casse 1167. C'est le niveau technique et l'invalidation de cette anticipation positive, le niveau des 1167 dollars sur l'once d'or. Vous voyez donc ce niveau-là. Et puis donc oui, bah écoutez, l'euro-dollar, il faut être honnête, hein, on a cassé hier un 13,50, je pensais qu'on pouvait faire un 12,50, on a fait un 13,06, on reprend les 1,1350, je vais être à 100% transparent, il n'y a pas d'épaule tête épaule. Ou c'était une petite figure intraday. Donc on se reprend. Moi mon scénario maintenant avant la BCE, c'est ça. Voilà, on va rester là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Pas évident. Ben, sur le court terme, pourquoi pas revoir un 13,80 après le chandelier de tout à l'heure. Je l'admets, hein. Réintégration des 1,1350, donc l'anticipation que j'avais de se replier sous les 1,1350 est invalidée. Par contre, j'ai toujours confiance dans cette stratégie sur le taux de change NZD-USD. Le pétrole, faut-il l'acheter sur 45-70 dollars? Est-il en train de se stabiliser après avoir fait un pullback sur cet ancien triangle? Le pullback a eu lieu le 15 octobre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je serais vraiment rassuré si on dépassait 47,50. Mais pourquoi pas? En tout cas, pour des stratégies d'achat sur le pétrole, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais, quoi. Enfin, c'est la zone. C'est les 45, 45, 71 après le pullback du 15 octobre. Voilà, alors je pense avoir couvert toutes les classes d'actifs. Maintenant, vos commentaires et les questions que vous pouvez vous poser. Alors, première question de Stéphane. Quelle est mon anticipation sur l'euro GBP? Eh bien, je réponds de suite. Je vais chercher le graphique de l'euro GBP et je lis votre question en détail. Vous voyez une réaction sur la résistance à 0,7340. Une bougie sur ce niveau serait-il une confirmation de la continuation du mouvement de baisse? Et si oui, quel objectif anticipez-vous? Alors, l'euro GBP, ma conviction déjà, c'est quoi? 0,7450. Il y a eu un piège haussier la semaine dernière et depuis, on a chuté d'un certain nombre de pips. À moyen terme, sous 0,7450, je reste baissier. Ok, ça c'est le moyen terme. Maintenant, à court terme, on a bien baissé. Hier, on casse un support à 0,7330. Mais le marché ne décroche pas. Et même a tendance à se reprendre. Il y a de l'incertitude qui est liée à l'euro avant la BCE, parce que le marché, à tort je pense, s'enferme dans des spéculations, exagère l'importance. Alors bien sûr que c'est important la politique monétaire de la BCE, mais on accorde beaucoup trop d'importance au levier monétaire. Et ce qui se passe là sur l'euro, c'est probablement quelques rachats de shorts parce que ça a été vendu depuis jeudi dernier, et les cambistes qui craignent la BCE et ce qu'elle annoncera se disent on a vendu l'euro depuis jeudi dernier, la BCE part jeudi, on va peut-être prendre des bénéfices parce qu'on n'est pas fou. On sait que ça peut créer de la vol. Ok. Maintenant à court terme, l'euro GBP, je vois quand même un canal de baisse depuis la semaine dernière. Je suis pas vraiment à l'aise. C'est vrai qu'on tente de reprendre le niveau des 0,7330. Bon, on a une résistance à 0,7350.
Oui, voilà, Stéphane, 0,7340, 0,60. C'est un niveau technique. Il faudrait vraiment qu'on ait au moins un chandelier de rejet pour estimer que la tendance baissière peut se prolonger. Euh, ouais, ouais, c'est vrai qu'on a enchaîné une, deux, trois, quatre séances consécutives de baisse. Aujourd'hui, on fait une petite reprise technique. Voilà. Oui, je pense que pour vendre, en tout cas, c'est 0,73, 40, 50. Au-dessus, c'est fini. Donc, c'est-à-dire que c'est la partie haute du canal de baisse. Tant qu'on est à l'intérieur, je privilégie la tendance. Bon, c'est ça aussi le chartisme. C'est-à-dire que bah, si on en sort, la tendance baissière depuis la semaine dernière, elle sera interrompue. En tout cas, c'est un niveau qui peut être utilisé, là encore une fois, pour gérer son risque financier. Alors, alors, visiteur, l'USD Yen, le Bund et Lucas 100. Ok, c'est parti. Alors le Bund, je viens de le couvrir. Euh, il y a un seul niveau technique qui compte, c'est 156. 156, ça s'achète. 156,60, ça s'achète pas. C'est-à-dire que si le marché revient se poser sur 156, ça peut valoir le coup avec un stop un peu en dessous. Je dirais sous 155,70. Voilà, c'est le seul niveau qui compte. Regardez en daily, vous allez comprendre, c'est vraiment le seul niveau qui compte. Le UK 100, donc, qui représente l'indice FTSE 600, donc, qui représente la bourse de Londres, support à 6250. C'est le seul niveau qui m'intéresse pour une stratégie d'achat. Voilà. Donc oui, j'achète le FTSE 100 à 6250. Double creux, peut-être un pullback, on fait un range. À 6250, oui, le FTSE m'intéresse, mais avant, pas vraiment. Alors, un mot sur l'USD Yen. Et une question précise. Euh, alors, c'est parti. Je vais mettre l'US dollar index à côté. Alors, ce qui est compliqué lorsque vous comparez l'US dollar index à l'USD Yen, pour répondre à votre question Fretala, c'est que l'US dollar index de FXM, vu sa façon d'être calculé, on peut dire que c'est une bonne représentation de l'US dollar, du dollar US de manière générale. Par contre, dans l'USDN, il y a du yen. C'est-à-dire que si les marchés actions étaient soutenus par la Banque Centrale Européenne, même si le dollar US baisse, l'USDN peut se reprendre parce que le yen serait sous pression. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent. À court terme, on a une reprise qui se fait dans un petit canal mais à très faible pente. Éventuellement là on teste un support, mais j'ai pas une forte conviction. 119,50, 119,40 peut éventuellement permettre de se reprendre un peu. Euh, voilà, c'est cette ligne de tendance, pourquoi pas. Non, ma conviction, vous le savez, c'est le taux de change NZD USD. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc merci d'avoir été attentive et attentif. Prochaine émission 13h avec Sylvain, notamment sur le DAX et des autres stratégies de day trading. Et moi je vous retrouve à 15h15, c'est bien ça, 15h15 pour le morning meeting. Merci beaucoup et à tout à l'heure.